Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à tous et bienvenue sur BL Sport. La CAN est terminée, mais les débats, eux, se continuent. Entre les Guépards qui ont livré bataille au Maroc, les sanctions qui tombent après une finale explosive et notre championnat qui cherche ses marques, le football béninois vit toujours un moment clé. Avec nous sur ce plateau pour décrypter les enjeux de ces différents sujets, le directeur sportif de l'AS Takouné. Il est sur ce plateau pour nous éclairer par rapport au championnat béninois et par rapport à ce qu'il a vécu du côté du Maroc parce qu'il était de l'autre côté et aussi ce qui se passe au niveau du club dont il est l'un des responsables. Sur ce plateau aussi, nous avons un confrère, François d'Assise. Merci d'être sur ce plateau. Merci, cher confrère. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Au programme de cette émission, nous avons le bilan des Guépards à la CAN 2025. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme grande leçon? Après ça, nous avons les sanctions de la CAF qui sont tombées après cette finale explosive dont je parlais tout de suite. Et notre championnat qui a changé de formule. Est-ce la bonne ou pas? L'AS Takouné, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Quelle est la place de l'AS Takouné dans le championnat qui se déroule depuis quelques semaines déjà? Ou bien quelques mois, je dirais. Parce qu'il y avait une pause. Voilà ainsi libellé les différents sujets que nous aurons à aborder. Sans plus tarder, nous allons commencer par ce qui nous unit plus. Il s'agit des Guépards qui étaient du côté du Maroc il y a quelques semaines. J'ai invité une question simple. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Êtes-vous satisfait de la participation des Guépards par rapport au niveau de cette CAN? Merci, monsieur le journaliste. Il faut déjà dire que nous ne sommes pas arrivés au meilleur niveau de la compétition par rapport à nos dernières participations parce que en 2019, on était en quart de finale. Mais pour moi, personnellement, je trouve que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant et je pense que sur les 5 participations de notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est notre meilleure participation, c'est notre meilleure compétition au niveau des phases finales de Coupe d'Afrique. Je parle de meilleure participation non seulement dans l'organisation, parce que déjà l'organisation, il faut déjà remercier le ministère qui a fait de gros efforts par rapport à l'organisation, le nombre de supporters déplacés, la logistique. Je suppose, je n'étais pas dans les coulisses de l'équipe nationale des Guépards, mais je sais que les joueurs ont été mis dans de très bonnes conditions. C'est pour ça que nous avons eu ce résultat. En dehors de l'organisation, dans le jeu, l'équipe a été meilleure parce que quand vous jouez contre une équipe du Congo et que vous avez 63% de possession de balles sur les 90 minutes, franchement, il faut s'en réjouir. Une équipe de Guépards qui, lors des 4 dernières participations, a toujours limité les dégâts. Et c'est un satisfait. Il faut remercier déjà l'entraîneur pour avoir mis en place un système de jeu qui nous permet de jouer face aux grandes nations. Nous avons perdu 3-0 contre le Sénégal, mais dans l'ensemble, il faut dire que c'est l'expérience du Sénégal. La preuve, c'est le Sénégal qui a fini par remporter la compétition. C'est pas un hasard. Le Sénégal, c'est 20 ans de formation. C'est 20 ans de formation. Entre 2003 et 2006, les meilleurs centres de formation, un des meilleurs centres de formation du continent ont été mis en place. Ils ont attendu 15 ans en 2021 pour remporter leur première CAN. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que le dernier centre a été créé. Ils sont champions d'Afrique, c'est pas un hasard, c'est un travail à la base et c'est de la patience aussi. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport au bilan global. Et je ne vais pas m'en arrêter sans parler aussi du match contre l'Égypte. Le match contre l'Égypte avec les grands stars comme Salah et Mamouche. On a tenu 120 minutes face à cette équipe égyptienne dont j'aime parler des valeurs marchandes des joueurs, hein, parce que quand on compare la valeur marchande, la moitié de la valeur marchande de Salah, ça couvre entièrement toute l'équipe béninoise. Donc,
le Bénin a su tenir contre cette équipe. C'est un satisfait, je dis, et bravo au Guépard. Avoir fait 120 minutes avec l'Égypte alors que la Côte d'Ivoire n'en a fait que 90, est-ce qu'on peut dire que nous avons été plus méritants que la Côte d'Ivoire? Bon, je n'aime pas faire des comparaisons de ce type de comparaison parce que c'est-à-dire, quand on prend les matchs de football, les matchs de foot ne se ressemblent pas. Sur 90 minutes face à un adversaire, le lendemain, tu n'es pas sûr de reproduire le même jeu. Donc, c'est pour dire que le Bénin a joué plusieurs fois contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique en 2023, le Bénin a toujours joué face à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce qu'on a tenu en échec l'Égypte qu'on va dire que, bon, depuis la Côte d'Ivoire n'a pas été joueuse. L'Égypte a relevé son niveau de jeu face à la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître. Et je ne sais pas si les gens ont l'habitude de dire que c'est en fonction de l'adversaire que certaines équipes jouent. Et je crois que ça a été le cas face à la Côte d'Ivoire. Quelle a été en fait la plus grande surprise selon vous par rapport à cette compétition? Je veux dire positive, par rapport à la participation des Guépards. La plus grande surprise, et je ne veux pas appeler ça une surprise, mais ça rentre toujours dans le cadre de notre football. Comment faire pour faire avancer notre football? Comment faire pour améliorer les choses? Sur cette compétition, par exemple, nous avons eu 14 joueurs qui ont pris part le championnat béninois, 14 Béninois qui ont joué une fois au moins dans le championnat béninois, qui se sont retrouvés sur la liste d'Europe. Personne n'en parle, mais c'est énorme. Les autres fois, on va en Europe, on va chercher les billes, on griffonne, j'ai l'habitude de dire, comment appelle-t-on, que c'est C'est du saupoudrage? Non, le saupoudrage, c'est trop fort. J'appelle ça du bricolage. J'appelle ça du bricolage. On a l'habitude de faire du bricolage. Aujourd'hui, si nous avons 14 joueurs qui ont pris part le championnat béninois, et qui se sont retrouvés à la CAN avec ce résultat-là, je crois que c'est déjà un effort. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de continuer par former. Parce que quand on regarde, même face à l'Égypte, si on avait une équipe d'un niveau un peu plus relevé, on gagnait le match avant les 90 minutes. Nous avons eu plusieurs occasions que nous n'avons pas pu concrétiser parce que tu sens que bon, le niveau, c'est pas encore ça. Mais déjà, le gouvernement fait beaucoup d'efforts par rapport aux infrastructures sportives et par rapport aux subventions accordées aux clubs. Et la fédération aussi, dans l'organisation du championnat. Moi, j'ai l'habitude de le dire, depuis 1960, c'est les rares fois où on a tenu 6-7 ans de championnat sans arrêt, en dehors de l'année Covid, qui est un cas de force majeure. Donc, c'est très important de relever ces aspects-là. Si on continue dans ce sens et qu'on se concentre beaucoup plus sur la formation, je crois que le Bénin pourra mieux faire. On veut ressembler aux autres, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour ressembler aux autres. Vous avez parlé de 14 joueurs qui sont passés par le championnat béninois. Bon, au-delà de ça, est-ce vous avez remarqué une grosse déception au niveau de cette participation avec les Guépards toujours? La déception n'est pas grosse, mais il y a toujours mieux à faire. Mieux à faire dans le sens où vous allez constater qu'on a encaissé 7 buts parce que le Bénin, cette fois-ci, est sorti à jouer. Donc, il y a eu des failles face aux équipes comme le Sénégal. Ce qui s'est passé, en fait, contre le Sénégal. Contre le Sénégal, on a commencé par jouer. On est resté dans le match pendant 10-12 minutes. Mais on a voulu aller en abordage. Alors qu'en face, en attaque, il y avait des joueurs très expérimentés et mieux formés. Donc, ça a payé cash. Les 2 derniers buts qu'on a pris contre le Sénégal, Sadio Mané a pris ses responsabilités sur le côté. Et il a mis notre défense en déroute. Il sort le ballon, but. 3e but, on était dans le camp adverse, on cherchait à marquer. Contre-attaque, la défense était en balade. 3e but. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Déjà, si on commence par se concentrer beaucoup plus sur la formation, je n'arrête pas de le dire parce que
J'ai suivi une fois une communication sur les centres de formation du Sénégal. C'est pour ça que je dis, ce cas-là, je peux en parler. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on se concentre sur la formation. Dakar, Sacré-Cœur, Diamba, Génération Foot, ces centres-là ont été créés sur 3 ans. Et après 15 ans, les gens, ils ont patienté. Ils ont formé, ils ont patienté. Après 15 ans, les résultats suivent. Ne vous étonnez pas de voir le Sénégal face à le Sénégal pour la prochaine CAN, on va le Sénégal dans le carré d'Azur encore en finale. Parce qu'il y a un travail en amont. Les gars ont 3000 internationaux. Ils vont tirer 26 dedans. Quelles sont les chances qu'ils fassent des erreurs? Les chances sont minces. Combien de joueurs internationaux on a là? On crie, Gareth Rowe va faire quoi? Rowe, on amène José Mourinho, il ne peut pas faire mieux. Il faut qu'il y ait les ressources humaines disponibles pour que l'entraîneur aussi ait plusieurs chances. Donc, quand je reviens sur votre question par rapport à la déception aussi, ce que je reproche à l'entraîneur, c'est qu'il a fait voyager certains jeunes joueurs qui n'a pas voulu utiliser. C'est pas possible. Quand on va à une compétition comme ça et que les cadres, ce qu'on appelle cadres, sont diminués et autres et tout ça, il faut donner la chance aux petits. La preuve, contre le Congo, on avait 4 ou 5 joueurs titulaires pratiquement qui n'étaient pas disponibles. Mais on a eu 63% de possession de balles avec les jeunes qui pratiquement jouaient pour la première fois. Mais quand tu ne les utilises pas le jour, tu auras besoin d'eux. Ils ne pourront pas être à 100%. La preuve, les jeunes qui ont commencé le match après 60-70 minutes, on sent que physiquement, ils n'étaient plus là. Mais c'est parce qu'ils n'étaient plus réguliers. Aujourd'hui, je remercie Dia pour ce qu'il fait. Il donne la chance aux joueurs locaux, aux joueurs qui essayent de sortir la tête de l'eau. Mais il y a beaucoup mieux à faire que de donner encore la chance de leur faire beaucoup plus confiance, de leur permettre de s'exprimer au fait sur le terrain, parce que c'est en jouant qu'ils vont gagner en expérience. En faisant 1, 2, 3 matchs de CAN cette fois-ci, la prochaine CAN, on peut compter sur eux. Donc, c'est vrai que c'est au bout de l'ancienne qu'il faut tisser la nouvelle corde, mais il faut aussi donner beaucoup plus de chance aux jeunes de s'exprimer. On pourra beaucoup mieux espérer. Je reviens toujours par rapport au Guépard. S'il y a une leçon à retenir de cette expérience-là, ce serait quoi? Une seule leçon? Non, la leçon, c'est déjà ce que je viens d'évoquer par rapport aux jeunes du championnat. Parce que c'est quand vous sortez, vous donnez la chance aux jeunes du championnat qu'ils auront des opportunités pour avoir des clubs à l'extérieur. C'est ce que le Sénégal fait. Le Sénégal, en dehors de sortir des jeunes, une vingtaine de jeunes chaque année, c'est que quand vous prenez la moyenne d'âge au niveau de ces équipes-là, vous allez voir beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a encore 3 ou 4 jeunes qui sont sur le banc sénégalais qui vont dans les prochaines années étonner. C'est pas de la magie. Donc, ce que je retiens, c'est déjà les 14 joueurs qui ont déjà pris une fois par le championnat béninois. Et de positif aussi par rapport à l'organisation. Je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais dire ici, mais je sais que il y a eu plusieurs centaines de supporters qui ont été déplacés. Je ne sais pas si par le passé c'était le cas. Donc, c'est déjà bien que le gouvernement fasse des efforts pour déplacer le plus grand nombre de supporters, parce que le 12e joueur aussi participe au résultat de l'équipe. Les Sénégalais, le jour où on jouait contre les Sénégalais, il y avait près de 10 000 Sénégalais au stade. Il y avait près de 10 000 Sénégalais. Le Congo, c'était la même chose. Mais on vient peu à peu. On a déjà fait des efforts. Je crois que si pour la prochaine fois, il peut y avoir encore beaucoup plus de supporters sur les lieux, ça pourra beaucoup plus aider. Est-ce qu'au niveau des autorités, connaissant notre force et sachant que nous ne pouvons pas aller aussi loin, est-ce qu'il fallait aussi mobiliser assez de moyens? Le Sénégal, sachant qu'ils peuvent remporter, ils ont pu mobiliser 10 000 supporters. Non, mais est-ce que c'était ça? C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, parce que je ne sais pas si en 2021, quand les Sénégalais remportaient leur première CAN, s'il y avait autant de monde à cette compétition. Mieux. L'autre chose par rapport aux Sénégalais, je crois que en Afrique noire, la communauté la plus dense au Maroc, c'est bien sûr les Sénégalais. Donc tout ça a joué. Il y a beaucoup plus de Sénégalais qui étaient sur place. C'est pas forcément tous les Sénégalais qui étaient là-bas qui ont été déplacés
Contrairement aux Béninois où on avait quelques étudiants et quelques joueuses béninoises qui étaient du côté de Maroc, qui venaient nous appuyer sur les matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette politique d'afro-descendants, est-ce que ça ne pourra pas booster le football béninois, puisqu'on avait un international afro-brésilien, je dirais, qui a eu la nationalité béninoise et qui devait jouer avec les Guépards. Est-ce que cette politique-là ne pourra pas renforcer l'équipe aussi? Oui, malheureusement, Santos, hein, je crois, Santos, il n'a pas, il était blessé au dernier moment. Il aurait pu nous apporter. Je pense personnellement que c'est... Mais si on avait fait cette expérience, on aurait pu mieux juger pour voir réellement le niveau des joueurs qui vont décider venir jouer avec nous. Parce que une chose est de donner la nationalité, mais l'autre chose est de voir le niveau du joueur qui vient vous apporter quelque chose. Si on doit donner la nationalité à des joueurs qui n'ont pas le niveau de ceux qui sont sur place, donc on n'aurait pas avancé. Mais je pense personnellement que le gouvernement, en pensant à cette réforme de faire venir les afro-descendants, c'est pour apporter un plus à notre football. La preuve, dans le championnat, il y a beaucoup plus d'étrangers. On fait venir beaucoup plus d'étrangers. C'est les étrangers qui animent beaucoup plus le championnat. Et pour l'instant, je crois que cette politique des afro-descendants va nous apporter beaucoup de choses. Avec un championnat, bon, ou bien je dirais avec des internationaux qu'on ne retrouve pas en première division au niveau des championnats européens, est-ce que nous pouvons d'ici à là trancher? Justement, je parlais de formation à la base. Il faut y aller. Il faut y aller. Parce que sans formation à la base, on ne pourra pas avoir le résultat. Et c'est la formation à la base qui permet de sortir beaucoup de joueurs. Parce que vous allez constater que on dit qu'il y a des talents au Bénin, on dit qu'il y a des talents au Bénin. Mais le football, ce n'est pas que sur le rectangle vert. Il faut des centres de formation de renom. Il faut des centres de formation de renom parce que un centre de formation, ce n'est pas que rassembler les enfants, les faire courir sur le terrain. Un centre de formation, c'est le repas que les enfants mangent. Un centre de formation, c'est les salles bien équipées. Un centre de formation, c'est la santé des joueurs. Un centre de formation, c'est tout un ensemble. Moi, je me souviens, j'ai un jeune frère qui était de la dernière génération de ceux qui étaient au Brésil, là, pour être formés au Brésil. À un moment donné, les encadreurs là-bas font des tests. Ils font des tests et ils voient quelles sont les aptitudes de chaque joueur. Et les aptitudes, ce n'est pas que sur le terrain, comme je le dis, le comportement du joueur. Et à la fin, ils ont fait leur étude, ils ont suivi les joueurs pendant 1 an. À la fin, ils ont fait leur rapport. Et ils ont dit que qu'il y a 6 joueurs dans l'effectif qui ne peuvent pas devenir professionnels. Parce qu'ils les ont observés, et ces 6 joueurs-là, c'est pas des différents critères. C'est pas forcément parce que il y en a qui se blessaient beaucoup trop, parce que physiquement, ils pouvaient pas tenir. Il y en a, c'est le comportement, la manière dont il agit, la manière dont il parle, la manière dont il se comporte, tant que bon, ça, il peut pas être professionnel. Donc, c'est tout un ensemble. Il faut déjà mettre au moins 2-3 centres de formation de référence en place. Quand je parle de centre de formation, les gens me disent, il y a Misérité là, il y a Ndali. J'ai dit non. Mais attends, pour avoir 3 joueurs de très bon niveau, il faut en former 250. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts qui le disent. Il faut en former 250. Mais quand vous avez un échantillon de 22 joueurs ou 25 joueurs, est-ce que vous êtes sûr d'en tirer 3 ou 4? Non. Donc, il faut en former beaucoup. Donc, il faut plusieurs centres de formation de renom pour que d'ici 5-10 ans, qu'on puisse sortir plusieurs produits, avoir plusieurs cordes à notre arc. Les meilleurs joueurs du championnat et de cette dernière année, malgré que le championnat est régulier, mais ils sont sortis, mais ils se battent, ils se défendent, mais ils n'ont pas pu atteindre le haut niveau. Pourtant, c'était les tout meilleurs ici. Junior Laïta a dominé le championnat ici pendant 2 ans. Romaric Amoussou, que moi j'ai suivi depuis la 3e division, parce qu'on a fait la 3e division en tant à l'époque devenu Takouné, était en D3, j'ai suivi Romaric Amoussou avec Adengra. Adengra, ils sont de la même génération. Romaric Amoussou faisait partie des meilleurs joueurs. C'est pas qu'il faisait partie, c'est l'un des meilleurs. Aujourd'hui, il est encore là, il est à sec. En dehors de tout ce que je viens d'évoquer pour les centres de formation, il faut mettre un dispositif en place pour
accompagner les joueurs, les encadrer, les accompagner, leur permettre d'avoir des opportunités. Ce n'est pas 1, 2, 3 joueurs. À la fin de chaque saison, il faut au moins une vingtaine, une trentaine de joueurs, un dispositif avec des agents et tout, leur permet de sortir, d'aller faire des essais. Et sur la vingtaine, peut-être 5, 6 vont rester. Donc, c'est tout ça qui va faire que dans les prochaines années, on pourrait avoir le résultat au niveau de notre football. Une dernière question au niveau de ce sujet. Est-ce que cette expérience de la CAN pourrait apporter quelque chose pour les éliminatoires de la CAN prochaine? Bien sûr, bien sûr. Je peux dire que c'est l'expérience de la CAN 2019 qui nous a permis de rester concentrés, de nous dire on doit mieux faire. C'est ça qui a fait que on a bien commencé, bien entamé le match contre le Congo. Ça n'a pas marché, on a perdu contre le coup du jeu. Et le deuxième match contre le Botswana, on est resté concentré. C'est vrai que le Botswana est une équipe modeste, mais on est resté concentré, on a gagné et on est passé au second tour. Donc, c'est après avoir pris le goût de 2019 que les dirigeants aussi ont pris conscience et les joueurs aussi se disent il faut mieux faire que par le passé. Donc, avec ce qu'on a eu à faire comme expérience, comme résultat. Une première victoire. Voilà, une première victoire à une Coupe d'Afrique. Donc, c'est aussi un des aspects positifs de participation à cette CAN-là. Donc, le fond de jeu que nous avons mis en place où on n'a pas peur de l'adversaire. Entre-temps, quand on joue contre le Maroc ou le Sénégal ou comment on appelle-t-on, les grandes nations de football, déjà avant le match, c'est qu'il faut limiter les dégâts. Tu prends le dernier supporter, il va te dire, il faut limiter les dégâts. Mais aujourd'hui, le Congo fait partie des 10 meilleures nations, si je ne me trompe, sur le continent. On a joué contre le Congo, on a dominé le Congo sur 90 minutes. Le stade, le stade était à près de 10 000 Congolais. Ils se sont tus. Et à la fin, ils n'ont pas, même dans les interviews, ils n'ont pas caché. Ils ont trouvé qu'on a mieux joué qu'eux. Et on ne s'est pas arrêté là. On a joué, on a fait notre première victoire. Donc, c'est pour dire que cette participation va vraiment nous permettre de corriger les choses. On ne va pas aller en arrière. On ne va pas aller en arrière. Je crois que l'entraîneur a encore 1 an à la tête de cette équipe. Et il sait ce qui a marché, il sait ce qui n'a pas marché, il sait les joueurs qui ont tenu, ceux qui n'ont pas tenu, il sait qu'est-ce qu'il faut arranger. Et je crois que ça va nous permettre de faire de meilleures et une des meilleures campagnes pour les éliminatoires des prochaines CAN et de la Coupe du Monde. Nous voilà pour le second sujet, à savoir les sanctions de la CAF qui sont tombées après cette finale explosive. Donc, nous allons retenir qu'il y a eu des matchs de suspension et d'énormes sommes à payer, surtout du côté du Sénégal et en partie au niveau du Maroc. François d'Assise, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ces sanctions? Exactement, chers confrères, les sanctions de la CAF sont tombées concernant la finale de la CAN 2025 et controversée qui a vu le Sénégal sacré champion et le Maroc qui a perdu la finale sur son sol. Alors, tout le monde est concerné par les sanctions, que ce soit le Sénégal ou le Maroc qui a accueilli la compétition sur son sol. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a écopé de 5 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Il a également écopé des sanctions financières. 2 autres joueurs sénégalais ont également été sanctionnés, ainsi que du côté du Maroc où Hakimi et Sabiri ont également eu des matchs de suspension. Voilà, merci François d'Assise pour ces éclairages-là en matière de sanctions. Il faut dire que les sanctions financières sont quand même énormes du côté du Sénégal. Chers invités, comment jugez-vous ces sanctions? Est-ce qu'elles sont justes ou bien excessives? Bon, moi, il fallait qu'il y ait sanction parce que l'instance faîtière devait taper du poing sur la table parce que les incidents de cette finale-là ont voulu ternir l'image de la CAF et de la compétition même. Parce que aujourd'hui, sur le continent, nous n'avons pas mieux.
la plus grande compétition sur le continent, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que parfois, quand on voit des trucs d'injustice, est-ce qu'il faut laisser l'injustice continuer parfois? Bon, injustice, moi je fais partie de ceux qui pensent que sur le match, il n'y avait pas grand-chose. Sur le match, il n'y avait pas grand-chose, je vais me justifier. D'abord sur le penalty non, sur le but refusé du Sénégal, l'arbitre avait sifflé la faute avant le but. Voilà pourquoi je dis, mais même ceux qui prennent l'image de l'arbitre et qui font, c'est parce que beaucoup étaient déjà sur la défensive. Beaucoup étaient sur la défensive avant la finale parce qu'il y a eu quelques incidents. Et on se dit, quand on joue l'équipe, le pays organisateur en finale, il y aura forcément des choses qui vont favoriser le pays. Donc, et les Sénégalais et tout le continent se disaient que bon, il y aura quelque chose, il y aura quelque chose. Sinon, en réalité, sur l'action du but, d'ailleurs, sur les faits de jeu, dans l'ensemble sur le match, je n'ai pas vu l'arbitre léser le Sénégal de façon nette. De façon nette. On a eu des matchs sur lesquels, sur la même condition des matchs sur lesquels les arbitres ont été plus durs. Comme la match n'a pas fonctionné du Bénin. Et en dehors du Bénin, beaucoup de clubs, d'équipes ont subi ces erreurs d'arbitrage. Maintenant, sur le but refusé au Sénégal, il y a eu un geste qui, je reconnais que bon, l'action c'était pas évident, mais l'arbitre a sifflé la faute avant que le but n'intervienne quelques secondes après. Maintenant, il fait comment? S'il va consulter la VAR et qu'on lui dit qu'il n'y avait pas faute, il fait comment pour le but? Si les défenseurs marocains disent que c'est parce qu'il a sifflé qu'ils n'ont pas été ils ne sont pas allés au marquage, comment ils vont juger ça? Donc, moi, je trouve que sur l'action, l'arbitre avait déjà sifflé la faute avant. Beaucoup ne savent pas que l'arbitre a sifflé la faute avant le but. Beaucoup se disent que c'est après le but que l'arbitre est revenu sur la faute, alors qu'il avait sifflé. Je ne sais pas si vous voyez, mais le penalty, puisque les Sénégalais même ont reconnu qu'il y avait penalty sur l'action de Brahim Diaz, mais que l'arbitre aurait pu aller voir la VAR et revenir sur l'action, sur le but refusé. Mais je dis non, puisqu'il a sifflé avant. Quand l'arbitre siffle, c'est qu'il arrête le jeu. Maintenant, s'il siffle et qu'après ça, il y a but, après il va voir la VAR et dit non, l'action sur laquelle j'ai sifflé, là, il n'y avait pas faute. C'est qu'il y aura beaucoup plus polémique. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas eu un scandale hein, sur ces actions-là. Il n'y a pas eu un scandale. Le problème, c'est que beaucoup étaient en position défensive par rapport au comportement des Marocains et autres et tout ça. C'est vrai qu'il y a eu, pendant la remise des trophées, il y a eu certains agissements que bon, beaucoup n'ont pas apprécié, moi également. Mais je pense que sur la finale, il n'y a pas eu grand-chose. L'instance devait pouvoir taper sur le point sur la table. C'est ce qui a été fait parce que c'est pas bon que le continent s'illustre de cette manière-là à la face du monde. Et on a déjà des problèmes où on pense que c'est la FIFA qui nous dicte sa loi. Et on va pas continuer pas être minimaliste et à nous comporter de manière à ce que les autres ne nous respectent pas. Donc, les sanctions étaient vraiment la bienvenue. Et je pense que ça va servir de leçon aux autres, quoi. Mais est-ce que ces sanctions-là peuvent calmer les tensions futures pour des finales, au niveau des finales? Bien sûr, c'est pour ça que je disais tantôt que ça va servir de leçon. Parce que 300 000 $, c'est pas peu. 5 matchs de suspension pour un sélectionneur. L'équipe nationale se regroupe combien de fois au cours d'une année ou au cours des compétitions? Donc, 5 matchs de suspension, ça fait pratiquement plus de la moitié des matchs des éliminatoires d'une coupe du monde ou d'une coupe d'Afrique. Donc, c'est pour dire que les sanctions, les gens vont trouver que c'est dur, mais il fallait aller jusque-là pour éviter que ces cas ne se répètent les fois à venir. Lorsque vous remportez une compétition et que des sanctions comme ça tombent, est-ce que vous ressentez cela? Si. Ils ont déjà la coupe avec eux. Oui, ils ont la coupe avec eux, c'est un satisfait, ils sont contents, ils sont heureux, mais pour les éliminatoires prochaines, quand il n'y aura pas un certain Ismaïla Sarr
qui est très important dans le dispositif. Ilman Ndiaye, là, c'est lui qui a fait le match contre le Bénin. Yohan Roche fait partie des meilleurs éléments de cette sélection. Mais il a mis Yohan Roche en difficulté le jour-là. Le coup franc sur le but sénégalais, le but sur lequel la barre n'a pas fonctionné, la tête de Abdoulaye Essa. C'était une faute de Roche. Mais Roche s'est débattu, il était débattu, mais en face, techniquement, c'était plus élevé. Donc, c'est pour dire que c'est un élément très important dans le dispositif. Il joue arrière gauche, il joue excentré droit, excentré gauche. Quelqu'un qui joue 3 postes dans une équipe nationale, s'il est absent sur 1-2 matchs, il va pouvoir sentir. Hein. Donc, c'est pour dire que c'est vrai que, bon, la joie fera que tout de suite, il ne faut pas le sentir. Mais quand les éliminatoires vont commencer, ils sauront qu'ils ont été touchés. Vous avez parlé de la FIFA qu'on soupçonne d'être derrière notre CAF. Est-ce que ce n'est pas une sanction ou bien des sanctions dictées par cette FIFA-là à notre CAF? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai vu le président de la CAF très déçu de ce qui s'est passé. Je l'ai lu aussi après la finale. Et je crois que c'est la commission de discipline de la CAF à tablé sur tout ça. Hein. Je ne pense pas que ces sanctions-là soient liées au dictat de la FIFA. C'est une sanction de la fêtière, on la prend ainsi. Des sanctions qui tombent mais qui ne concernent pas le mondial, puisque le Sénégal participe au mondial prochain, mais ces sanctions ne vont pas peser sur... Non, ça devrait peser, non, puisque c'est tout naturel, puisque la compétition sur laquelle il y a eu ces incidents-là, c'est la CAN. Donc, c'est la Coupe du Monde est une compétition organisée par la FIFA. Donc, même quand il y a les sanctions de carton et autres et tout ça, ça n'agit pas sur les compétitions. Même en Europe, quand il y a une sanction de l'UEFA, ça n'agit pas sur les compétitions de la FIFA. Donc, c'est tout naturel et je crois que c'est normal. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des sanctions pareilles, comme vous l'avez dit, cela peut se ressentir au niveau du championnat de nos différents pays? Si, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, comme je le dis, c'est la compétition la plus suivie sur le continent. Et c'est la top compétition du continent. Donc, elle est suivie par tous les acteurs de football, même si par endroit, les gens sélectionnent des matchs, les matchs les plus importants. Mais une finale de Coupe d'Afrique, quand même, je pense que je n'ai pas les chiffres de l'audience et du nombre de personnes qui étaient devant leur télévision. Mais je pense que la grande masse des acteurs de football ont suivi cette finale-là. Et les sanctions aussi avec les réseaux sociaux, beaucoup sauront ce qui a été pris comme sanction. Et je crois que ça va discipliner beaucoup de personnes. Je vais revenir sur cette polémique des serviettes. Qu'est-ce que vous avez ressenti à travers cela, puisque il me semble qu'il y a eu un incident aussi qui s'est passé avec le Bénin. François, si vous vous rappelez? Il y a eu un incident qui s'est passé en 2023, au début de Gennot Roar, où il y a eu un ramasseur de balles qui a pris la serviette du gardien rwandais et à la suite, quelques minutes après cet acte-là, il y a eu un but qui a libéré les guépards. Que ce n'est pas le Bénin qui a donné le top pour cette affaire-là. Quand on voit un Hakimi qui va prendre la serviette de Mendy et qui va jeter. Non, avant la serviette de Mendy, il y avait eu la serviette du gardien. Contre le Nigeria, il y avait eu la serviette du gardien, les serviettes du gardien nigérien, parce qu'on a appris qu'il y a eu au moins 3 serviettes du gardien nigérien qui ont disparu. Au Bénin, c'est vrai, comme on le dit, et comme vient de le dire le frère, au stade général Mathieu Kérékou, il y a eu un incident comme ça en 2023. Où on jouait, je crois, les éliminatoires de la Coupe du Monde face au Rwanda. Et vraiment, il était difficile de marquer. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais quelques minutes après que le ramasseur de balles ait pris la serviette, le premier ballon qui allait en face qui allait sur le gardien rwandais est rentré à bout portant. C'était une frappe de Mounier.
Et bon, je n'ai pas vraiment les, comment on appelle-t-on, des justifs pour dire que bon, la serviette était truc, mais je sais, puisque j'étais au stade de jour là, je sais que le gardien rwandais n'avait pas voulu continuer le match sans la serviette. Et est-ce que ça l'a déconcentré? C'est ça qui a amené le but? Ou est-ce que c'était vraiment une serviette préparée? Bon, je ne saurais le dire, mais je sais qu'il y a eu un incident comme ça et ça s'était passé réellement comme ça. Et l'acte d'Hakimi, comment vous avez trouvé l'acte d'Hakimi? Non, c'est pour ça que la sanction d'Hakimi, si elle pouvait être un peu plus corsée, ça allait me rendre plus heureux. Parce que, comme nous dit, quand vous êtes encadreur sportif, et dans les centres, on demande aux enfants de suivre les joueurs de haut niveau. Et un joueur comme Hakimi, il y a plusieurs enfants de centre et autres et tout ça qui les suivent. C'est pour ça que quand des joueurs comme Cristiano ou Messi se comportent mal, on les sanctionne dur parce qu'il y a plusieurs personnes qui les regardent, plusieurs enfants qui les observent, des milliers, des millions d'enfants qui les regardent, c'est-à-dire à travers le monde et qui veulent leur ressembler. Donc, quand des joueurs comme Hakimi, sur une compétition comme ça, se comportent de la sorte, c'est qu'il faut sanctionner dur pour éviter qu'ils contaminent d'autres générations. Donc, voilà, la sanction est légitime. Malheureusement, bon, je dirais malheureusement, puisque c'est lui qui a eu le trophée de fair play. Est-ce qu'il n'y a pas petit souci à ce niveau-là? Non, petit souci, c'est vrai que, bon, l'instance fêtière voulait quand même considérer le Maroc parce que moi, je faisais partie de ceux qui voulaient que le Maroc gagne cette compétition. Hein. C'est vrai, quand je le dis, on me dit que je suis un vendu parce que l'Afrique noire devait supporter le Sénégal. Mais personnellement, pour ce que j'ai vu là-bas au Maroc comme infrastructure et comme investissement, franchement, ils méritaient quand même de remporter ces CAN-là. La preuve, ils reviennent d'une bonne campagne de Coupe du Monde des U20. Je crois qu'ils ont été champions de la Coupe du Monde des U20. Ce n'est pas rien. Et c'est lié à tout ce travail-là qui a été fait à la base. Quand vous allez au Maroc, les infrastructures, les terrains synthétiques, là, ça coule les rues. Nous, on a passé la plupart du temps à Casablanca. À Casa, presque tous les carrefours, il y a des terrains synthétiques. Donc, tout cet investissement-là, il fallait quand même qu'ils gagnent cette compétition-là pour être un peu récompensés par rapport à tout ce qu'ils ont fait en termes d'infrastructure et en termes de dépenses. Et donc, je crois que la CAF est restée un peu dans cette logique-là. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est après que les images de serviettes sont venues. Ce n'était pas à l'instant. Voilà, à l'instant. Ça n'a pas été projeté sur les stades pour que les gens puissent décider un truc. Ça a été la décision de donner le truc de fair play. Ça se juge pendant toute la compétition et ça se juge sur les 90 minutes de jeu. Donc, qu'on le veuille ou non, Hakimi fait partie des joueurs, en dehors de ce geste-là, il fait partie des joueurs qui ont été exemplaires pendant toute la compétition. Il est resté sur le banc pendant 2 ou 3 matchs. Il est rentré en compétition. Il a fait une bonne entrée en compétition. Il a beaucoup apporté à cette équipe marocaine-là. Je crois qu'il mérite ce trophée de fair play si c'est pas trop dit. Merci pour cet éclairage et pour votre soutien au Maroc. Chers invités, nous allons rester toujours au niveau du championnat national pour aborder cette nouvelle formule que nous avons commencé par expérimenter depuis quelques mois. Comment jugez-vous, comment trouvez-vous cette nouvelle formule par rapport à l'ancienne qui était là? Merci, monsieur le journaliste. La formule, je crois que c'est la meilleure formule. Hein. C'est la meilleure formule que nous adoptons actuellement. C'est vrai qu'il y a une réforme qui a permis que sur 4 ans, les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 soient mis ensemble pour faire une compétition à 4 groupes. Mais je crois que partout ailleurs, c'est la formule normale qui est adoptée, Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Je crois que cette formule-là va beaucoup plus nous permettre de voir et de détecter les meilleurs joueurs. Et dans l'organisation aussi, il y aura moins de difficultés. Est-ce que les rencontres de cette Ligue 1 ou bien Ligue 2 sont plus attractives que celles qu'on connaissait avant?
avec la Super League? Oui, bon, il faut reconnaître que déjà que les différentes ligues ont été séparées, scindées, et les équipes qui sont en Ligue 1 se sont beaucoup plus préparées par rapport au truc. Donc, le niveau du championnat est un peu plus relevé. En Ligue 2, par contre, le niveau est un peu plus bas. Et c'est dû au fait que, bon, déjà, les gens se disent que en Ligue 1, ça devrait être plus élevé. Bon, naturellement, je crois que c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a quelques points à corriger au niveau de cette nouvelle formule-là pour plus de dynamisme? Non, il y a toujours des choses à revoir. Il y a toujours des choses à revoir parce que le professionnalisme de notre championnat n'est pas encore au top niveau. Et c'est déjà important qu'il y ait une ligue, un comité transitoire qui est en train d'organiser le championnat. Si par la suite on peut avoir une ligue professionnelle indépendante comme ça se passe partout ailleurs, je crois que la ligue indépendante va mieux organiser le championnat et sera un peu plus indépendante par rapport aux prises de décision, parce que c'est un peu ça, c'est le problème. C'était le mal de notre championnat. Je viens de le dire tantôt. Depuis 1960, on n'a plus 5, 6 ans, 7 ans de championnat sans arrêt. Pourquoi? Parce que, entre-temps, quand il y a des décisions, c'est des clubs qui se fâchent, qui disent qu'ils ne vont plus continuer, ou des groupes de présidents qui se regroupent et qui pensent que la décision ne va pas en leur faveur. Donc, on arrête le championnat 1, 2 ans. Et après, on s'entend encore, on reprend. Après une année, on arrête encore le championnat. Donc, ça a été une routine. Mais avec toutes les dispositions prises par la Fédération béninoise de Martinique et de Sacrus, que je salue au passage, je dis le premier satisfait, c'est parce qu'il faut que le ballon roule. Il faut que le ballon roule pour qu'on espère avoir des équipes nationales au top niveau. Et que ce soit les catégories d'âge ou que ce soit l'équipe Fagnon, même l'équipe A, il faut que le ballon roule. Et la première des choses, c'est ce que l'équipe de Sacrus a su faire. Ils ont tenu, et les sanctions suivent régulièrement tous les week-ends. Tous les mercredis, il y a une commission qui est en place et qui prend des sanctions, et toutes les équipes sont obligées de respecter les sanctions. Et pour ça, je crois que c'est un satisfait. Côté médiatisation de ce championnat, est-ce que c'est déjà suffisant ou bien? Voilà, c'est là où il y a beaucoup à faire. Entre-temps, ça fait partie des insuffisances parce que, entre-temps, le comité exécutif avait annoncé la création d'une chaîne de télévision au niveau de la fédération pour permettre à ce que cette chaîne-là soit beaucoup plus sur les stades pour diffuser le match. Mais il y a un effort qui se fait déjà par vos confrères de A+, si je ne fais pas de la publicité. Et déjà par week-end, il y a au moins 1-2 matchs, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça fait partie des choses que les gens regardent à l'international. Et c'est ça qui fait que notre pays n'a pas de cote en termes de vente de joueurs. Parce que pour vendre les joueurs, il faut que le championnat soit visible. Il faut que les gens puissent avoir l'opportunité de suivre ces jeunes-là de l'extérieur et pour leur permettre pour leur donner les chances d'aller faire des essais et tout ça. Donc, plus les matchs sont diffusés, plus les joueurs disposent de vidéos. Parce qu'aujourd'hui, au niveau professionnel, tu peux pas proposer un joueur sans accompagner ta proposition d'une vidéo. Donc, tant que s'il y a des matchs, s'il y a plusieurs diffusions de matchs, ça veut dire que en dehors de ce que quelques clubs sérieux font en prenant des vidéos sur leurs matchs, le joueur peut aller, par exemple, venir vers vous ici et parce que vous étiez sur un de leurs matchs, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir sa vidéo. Et ça lui permet d'avoir des vidéos, des compiles de vidéos qu'il va proposer à l'extérieur. Ça facilite la sortie du joueur. Donc, il y a tout ça. Merci pour l'éclairage. François Dacier, une question? Oui, j'ai une question, chers invités, sur la situation du champion en titre béninois d'AIFC qui pointe actuellement à la dernière place du championnat. Que pensez-vous de cette situation-là que vit actuellement le champion en titre? Oui, bon, malheureusement, je crois que Dadier est en train de subir un peu les insuffisances au niveau des sociétés sportives.
parce que Dadje fait partie des clubs qui ont très tôt eu une société sportive. Je crois qu'actuellement, c'est parce que la société est en difficulté. La société n'était pas trop préparée à éjecter de l'argent dans le football pendant plusieurs années qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, c'est difficile parce que heureusement que les Buffons ont été sauvés parce que les Buffons aussi ont été confrontés à ce problème-là avec la CNCB, entre-temps, qui avait pris le club et dont la société a disparu. Après, heureusement qu'ils ont été récupérés rapidement par la CIRAT qui est en train d'accompagner les Buffons aujourd'hui. C'est pour dire que c'est les insuffisances liées à la création de ces sociétés sportives-là. Ces sociétés sportives sont venues au niveau des clubs, ont créé des clubs, sont en train d'éjecter de l'argent, mais les clubs qui ont fait des partenariats avec les sociétés sportives, je ne sais pas, il y a un travail à faire au niveau de ces contrats-là. Et il y a un préalable aussi au niveau de ces sociétés pour permettre que sur la durée, ça tienne. Parce que Dadje en souffre aujourd'hui, ils ont signé des joueurs avec des salaires élevés. Aujourd'hui, c'est vrai que l'association est à côté, mais l'association n'a pas les moyens de tenir les salaires de ces joueurs-là. Moi, je sais un peu de quoi je parle. Aujourd'hui, par exemple, à Takouné, où je suis, je sais tout ce qui se fait comme effort pour essayer de faire. Mais quand il y a une société et que c'est l'argent de la société qui doit payer le salaire, le joueur qui peut-être te retrouvait à 100 ou 120 000 à Takouné, quand il va à Dadje et qu'on lui propose 250 000 ou 300 000, après quand la société disparaît, c'est que l'association ne peut plus tenir. L'association ne peut plus continuer à payer 300, 200, 400 000 francs de salaire. Donc, ça fait partie de ces institutions. Je crois que le ministère, les organes aussi doivent pouvoir revoir encore les tests par rapport au partenariat des sociétés sportives avec les associations pour que par le même canal, je lance aussi un appel au gouvernement pour permettre aussi à beaucoup plus de sociétés de prendre des clubs, mais tout en encadrant au fait les tests, voilà, les tests qui régissent ces partenariats-là. J'espère Dadje qui a été championne la saison dernière seulement et qui aujourd'hui se retrouve dans cette situation, dernière place, et avec une équipe qui commence le match à 8 ou à 9 pendant que les joueurs sont en ville et parce qu'ils ne sont pas payés, ne jouent pas, c'est malheureux. Je crois que si déjà les responsables de Dadje et ceux de la société et même l'État fait quelque chose, je pense que ça va pouvoir aider ce club-là à se relever. Il y a beaucoup de joueurs qui se préparent à partir parce que j'en connais quelques-uns avec qui j'échange et qui ont dû signer là-bas à cause de la compétition africaine, la Coupe CAF et tout. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ou combien de mois, ils ne sont pas payés. Il y a eu, entre-temps, une action de la société sportive qui a semblé calmer les ardeurs, mais ça n'a pas tenu sur la durée. Donc, j'espère que bientôt, ils vont se servir du mercato pour chercher rapidement des solutions mais pour ne pas descendre en division inférieure. Est-ce que pour ce genre de situation, la fédération n'est pas habilitée à disqualifier certains clubs, comme on le fait en France, par exemple, quand on voit que vous n'avez pas une bonne situation financière pour tenir? Non, malheureusement, pour ce que je connais des tests de la fédération, je sais que quand l'équipe ne va pas à un match officiel, elle est reléguée directement en division inférieure. Donc, si Dadje se retrouve en difficulté qu'un matin, Dadje ne peut pas se déplacer pour aller faire un match à Craquer ou je ne sais où, et qu'ils perdent sur tapis vert, je crois que c'est par là que la fédération va devoir prendre sa décision. Mais pour l'instant, on suppose qu'ils se débrouillent, qu'ils se débattent et qu'ils vont tenir qui vont pouvoir se relever dans les tout prochains jours. D'accord, nous allons passer au dernier sujet de notre émission qui a trait au club que vous connaissez si bien. Il s'agit de l'AS Takouné dont vous êtes le directeur sportif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce club-là qui était dans l'ancienne formule du championnat et qui aujourd'hui évolue autrement?
AS Takounais, c'est un club qui évolue en Ligue Pro. Déjà, c'était Entente, c'était en Ligue 2. Et après les réformes, on a évolué, je crois, 4 ans en Ligue Pro. Et aujourd'hui, Takounais est en Ligue 2. Basé à Kandi. Basé à Kandi, AS Takounais de Kandi, basé à Kandi, dont le président est l'honorable Abiou Amadou Djibril, qui est membre du comité exécutif et qui fait beaucoup pour le football local. Et Takounais, c'est vrai que avec cette relégation en Ligue 2, comme le président, comme avec tout ce que je viens de dire, c'est pour dire qu'il y a des efforts qui se font concernant, en ce qui concerne la formation et la visibilité, donner la chance à beaucoup plus de jeunes. Donc aujourd'hui, Takounais est un peu dans cette logique-là. C'est la dynamique que le président a impulsée, la nouvelle dynamique que le président a impulsée au sein de cette équipe-là, c'est de donner beaucoup plus de chance aux jeunes, puisqu'on est en Ligue 2. Et il y a beaucoup, Kandi est une ville de football, et il y a beaucoup de jeunes de Kandi qui ont le talent et qui peuvent faire parler d'eux. Donc aujourd'hui, nous misons un peu beaucoup plus sur la jeunesse et essayer de donner la chance aux jeunes et de leur permettre de s'exprimer et de pouvoir s'extérioriser. Ce qui fait que bon, aujourd'hui, les résultats ne sont pas vraiment, mais le plus important, c'est de mettre ces garçons-là en lumière et de leur permettre de progresser et de ressortir leur potentiel pour avoir bientôt une équipe, parce que Takounais bientôt une équipe composée de plusieurs joueurs du milieu, des alentours du département pour le meilleur du football béninois. Et aujourd'hui, au niveau de votre club, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir aller vers le haut? Non, le président, tous les jours, malgré la position du club, le Takounais fait partie des clubs qui sont mieux organisés en termes d'entretien des joueurs. En termes d'entretien des joueurs, depuis près de 10 ans où l'équipe de l'honorable Abiou Djibril est en place, il n'y a jamais eu d'arriéré de salaire. Il n'y a jamais eu d'arriéré de salaire. Les joueurs sont toujours payés, même à l'heure où nous parlons. Takounais n'a pas d'arriéré de salaire. Donc c'est pour dire que le problème n'est pas un problème logistique. Déjà que le problème n'est pas un problème logistique et que les dirigeants font tout ce qui est de leur devoir pour avoir ce que ça va prendre. Donc, on sort le week-end dernier d'une deuxième victoire à l'extérieur. On espère que ça sera un déclic pour les prochaines journées et que bientôt je crois on est à 13 points du leader. On est à 13 points du leader. Et si on enchaîne encore 2 ou 3 matchs, 2 ou 3 victoires, je crois que Takounais va retrouver sa santé sportive. Est-ce qu'aujourd'hui, Takounais est aussi sujette aux sociétés sportives? Bon, c'est pour ça que je parlais de l'organisation, la gestion. Voilà, non, le type de partenariat. Oui. Ce type de partenariat, si aujourd'hui, malgré la position du président qui est membre du comité exécutif et qui est d'ailleurs honorable à l'Assemblée nationale, n'était pas précipité pour aller chercher une société, c'est à cause de tout ça. Parce que une chose est d'avoir une société sportive, mais l'autre chose est de pouvoir garder la société sur plusieurs années. C'est de garder la société sur plusieurs années. En dehors des clubs qui ont leur société à la base, comme Lotto qui a racheté Esaü, et Aspac qui était déjà un club du port autonome de Cotonou, la Sobemap, vous allez constater que les sociétés qui sont en partenariat, je donne l'exemple de AS Cotonou avec la CNSS, le partenariat n'a pas duré plus de 2-3 ans. Aujourd'hui avec Dadje, Bufa a vécu la même chose. Donc, ça montre clairement qu'il y a une insuffisance au niveau de type de partenariat que les associations sportives tissent avec ces sociétés-là.
Et c'est pour ça que Takune est un peu prudente par rapport au fait d'aller trouver. Mais on va y arriver, on va y arriver. Il y a un travail qui se fait en amont, il y a des discussions qui se font au niveau de la direction du club. Le président Labiou a bien envie que quand il soit un jour en Coupe CAF, et il le dit tous les jours, l'objectif c'est ça. Mais on travaille d'abord à mettre des bases solides en place et avant de passer aux sociétés sportives. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont émergé de Takune qui sont dans d'autres clubs, soit sur le plan africain ou bien à l'extérieur? Sur le plan africain, pas encore, mais je peux dire que parmi les clubs modestes qui n'ont pas de sociétés sportives, Takune fait partie des clubs qui ont fourni beaucoup plus de joueurs aux clubs les plus organisés où le salaire est plus élevé. Le projet déjà depuis je crois 5 ans que la réforme de la Ligue Pro a commencé. Je crois qu'on a sorti en moyenne près d'une dizaine de joueurs qui aujourd'hui tiennent au niveau des sociétés sportives. Je peux donner quelques exemples. Le capitaine de la saison dernière, le plus jeune joueur pratiquement qui a déjà fait une présélection même en A avec Raw, est actuellement avec Sobemap. Et depuis le début de la saison, c'est lui qui fait, il joue au milieu du terrain. Je crois qu'il n'a raté qu'un seul match. Il est toujours titulaire sur Sobemap alors qu'il a moins de 20 ans. Il a moins de 20 ans, il est en train d'avoir 20 ans actuellement. Donc, c'est pour dire que, et à Sobemap, il y en a encore 2. Aldo, qui est le capitaine de Sobemap, a transité par Takune, et le latéral gauche qui est Kennedy Kokou, transité par Takune. Il y en a plusieurs d'autres qui sont dans d'autres clubs, de sociétés sportives. Donc, c'est pour dire qu'on est toujours dans cette logique depuis plusieurs années. Et on est en train de mettre un dispositif pour sortir un peu plus les joueurs. Mais c'est une transition. Vous avez souvent des retours sur investissement? Oui, le retour sur investissement, forcément. Quand vous cédez un joueur à un club comme Sobemap qui est financièrement plus classe, c'est que vous avez, c'est vrai que à l'échelle, quand on fait des comparaisons à l'échelle internationale, je lis sur le groupe, quand on dit tel joueur a quitté une équipe pour, on demande le montant du transfert comparé à ce qui se fait dans les grands championnats du continent ou en Europe. C'est vrai que c'est pas encore ça, mais il y a beaucoup d'efforts qui se font. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui signent à 5-6 millions au Bénin. C'est pas rien. Il y a des joueurs de 2-3 millions, c'est récurrent ça. Donc, c'est pour dire que beaucoup de choses se font et tout ça augure des résultats que nous avons aussi au niveau de l'équipe nationale. Okay. Et quels sont les modes de recrutement au niveau de Takune? Merci. Le mode de recrutement, c'est pour ça que j'ai dit Takune fait partie, même à la dernière évaluation des clubs au niveau du ministère, Takune fait partie des 3 meilleurs clubs du Bénin. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, Takune a une pépinière. C'est vrai qu'on n'a pas encore un centre de formation formel, comme je viens de le dire. Un centre de formation formel, c'est de gros moyens. Et Génération Foot, quand j'ai suivi la communication, c'est un peu moins de 700 millions de budget l'année. 700 millions de budget l'année. J'ai suivi avec détail, c'était 600 et quelques millions de budget, un peu moins de 700 millions l'année. Donc, un centre de formation, c'est tout un dispositif. On n'est pas encore allé à un centre de formation formel, mais aujourd'hui, à chaque fois que l'honorable Labiou Amadou Djibril, depuis près de 15 ans, organise les tournois des grandes vacances à Kandi, à chaque fois que nous organisons des tournois de grandes vacances pour les équipes seniors, il y a toujours un tournoi pour les catégories d'âge. Et à l'issue de ce tournoi, on détecte des talents qui sont suivis même sur le plan de l'éducation. Et c'est sur ces petits-là, c'est à partir de ces jeunes-là que nous regroupons, que nous avons le vivier pour oui. Et en dehors de quand on fait le point des jeunes qui sont en mesure de tenir au niveau du championnat, on va chercher maintenant des postes clés où est-ce qu'il faut chercher des joueurs expérimentés. Donc Takune fait partie aujourd'hui des joueurs qui ont beaucoup plus de joueurs locaux
lorsqu'on fait le point au niveau de la Ligue, c'est clair, on a beaucoup plus de joueurs locaux. Dans un passé récent, c'est à cause du niveau de la Ligue Pro même qu'on est allé chercher. Sinon, dans un passé récent, Takouné fait partie des clubs qui ont au moins 60% de joueurs de Kandi et des environs dans le département. Donc, c'est pour dire qu'on est toujours dans cette logique-là. Et on est dans la logique de la formation. On est dans la logique de donner beaucoup plus de chance aux jeunes béninois pour permettre aux équipes nationales locales d'avoir comment on appelle un vivier pour venir sortir des joueurs. Donc, merci, cher invité. Merci à nous, Salut Mekiré, pour vos analyses aussi pertinentes et précieuses, je disais. En résumé, nous tirons vers la fin de cette émission. J'ai 4 éléments à relever. C'est que les Guépards doivent capitaliser par rapport à leur expérience de cette CAN-là. En deuxième point, les sanctions de la CAF rappellent que le fair play est une priorité au niveau du football. Troisième, le championnat béninois a du potentiel, mais nécessite des ajustements. Et dernièrement, c'est par rapport à Takouné. Takouné a de grandes ambitions et il parviendra à atteindre ses objectifs. Voilà, chers invités, nous sommes à la fin de cette émission. Merci également à François d'Assis pour les infos du week-end. À très vite sur ce plateau avec de nouvelles informations du sport d'ici et d'ailleurs.